Le 29 novembre 1947 est la Nakba. Que s'est-il passé avant cette date? Nous allons parler dans cette vidéo de la phase pré-Nakba et comment les événements ont évolué jusqu'à l'année 1948. La Palestine se trouve dans une position géographique spéciale, connue pour la fertilité de ses terres et l'abandon de ses eaux. Elle a été habitée par plusieurs populations. Les premières dont les archéologues trouvent des traces sont les Jébuséens et les Cananéens qui ont migré de la péninsule arabique pour s'installer en Palestine. Alors que les Cananéens ont choisi le nord du pays, les Jébuséens, qui sont également dérivés des Cananéens, se sont installés à Jérusalem, qui était connue sous le nom de Jébus. Quant au nom de la Palestine, il vient des Philistins, des tribus venant des îles méditerranéennes qui ont fui la famine qui les a frappés. Alors qu'ils voulaient s'installer en Égypte, Ramsès III s'y est opposé et après plusieurs négociations, ils sont entrés en Palestine via la mer et se sont mélangés avec les autochtones. Ainsi, la terre de Canaan fut appelée Philistine ou Palestine. Plusieurs gouvernements se sont succédés dans ce pays. Le dernier fut celui des musulmans qui a duré plus de 1000 ans. Notons que pendant toute cette période, les trois religions monothéistes coexistaient en paix. C'est à la fin du XVIIIe siècle que l'idée du retour en Palestine commence à voir le jour, avec la propagation du protestantisme qui adopte l'Ancien Testament et qui promeut l'idée que le rôle des chrétiens est d'aider les juifs à reprendre leurs terres. Après la Révolution française, les juifs en Europe ont vu plusieurs droits leur être reconnus, après de longues années de persécution en Europe chrétienne, résultant de la conviction que les juifs ont tué Jésus. D'un autre côté, ils trouvaient un havre de paix dans les pays qui étaient gouvernés par les musulmans, qui ne trouvaient pas de problème dans la présence des juifs avec eux, comme c'était le cas, rappelons-le, en Andalousie. En 1798, Napoléon Bonaparte se dirige vers l'Égypte qui était sous l'autorité ottomane pour la conquérir. En un court laps de temps, il réussit à envahir le pays et remarque donc l'affaiblissement des Ottomans. Après cette constatation, il décide de se diriger vers la Palestine sans qu'une résistance particulière lui fasse obstacle. Sauf que les Britanniques, qui avaient une large influence dans le monde, craignaient cette incursion à l'expansion des Français et ont envahi une flotte vers la Palestine pour empêcher la France d'y avoir le contrôle. La Palestine se trouvait donc dans un conflit entre trois puissances. Les Ottomans qui la gouvernaient, les Français avec Napoléon et les Britanniques qui voyaient un intérêt dans l'empêchement de l'incursion des Français avec leur flotte. Napoléon continua sa course vers la conquête de la Palestine et entra en 1799 à la ville de Acre, autour de laquelle il posa un blocus. C'est à ce moment-là que les Britanniques arrivent pour prouver qu'une guerre s'est déjà déclenchée entre les Français et les Ottomans et décident donc de rester spectateurs. Mais lorsqu'il s'est avéré que la partie la plus faible est l'autorité ottomane, la flotte lui a déclaré son soutien dans le but d'affaiblir les deux parties. D'autre part, lorsque Napoléon a échoué dans la conquête de la Palestine après avoir perdu beaucoup de ses soldats, il a publié un communiqué appelant les Juifs du monde à venir se ranger sous ses drapeaux pour établir l'ancienne Jérusalem. Et en effet, il a réussi à avoir leur soutien, car c'est le premier à leur avoir promis le retour en Palestine avant Balfour. Grâce à ce soutien moral et financier, Napoléon continue son incursion en Palestine et conquiert les villes de Naplouse et Ramla, mais abandonne Acre, craignant les Anglais qui étaient derrière les forteresses navales de la ville. Ses ambitions étaient grandes au point de vouloir étendre ses conquêtes au-delà de l'Égypte et de la Palestine. Il espérait coloniser les pays de l'Orient. Cependant, une épidémie de peste ravage l'armée française après la prise de Jaffa et cause beaucoup de morts. L'empereur décide donc de retirer son armée, et c'est ainsi que la présence française a cessé en Palestine, mais la promesse du retour était encore là. On ne va pas trop s'étaler sur les détails, mais la période qui a suivi la présence française a connu d'autres conflits, notamment entre les Khedives d'Égypte qui a pris le contrôle de Jérusalem avec Mohamed Ali Pacha et l'Empire ottoman. Ces conflits n'ont pas été épargnés des ingérences européennes, notamment du Royaume-Uni, qui voyait toujours un intérêt de créer des tensions et affaiblir toutes les parties au conflit. À ce moment-là, l'expansion juive dans l'Empire ottoman et la Palestine n'a cessé de croître et leur influence devenait plus importante en Europe, et c'est en 1860 que l'Alliance israélite universelle va naître avec Adolphe Crémieux. 2 ans plus tard, Moses Hess a publié son livre « Rome et Jérusalem », par le biais duquel il appelait au nationalisme juif. À la fin du 19e siècle, le plan sioniste devenait de plus en plus clair. À cette période, la Palestine comptait 460 000 habitants et les Juifs formaient seulement 3% de la population. Avec la montée du nationalisme européen, la persécution antisémite s'est intensifiée. Les Juifs ont donc commencé à s'organiser et à penser à migrer. Mais où? C'est à cette question que répondra le journaliste Theodor Herzl dans son livre « L'état des Juifs ». Il y propose donc la Palestine, l'Argentine et l'Ouganda. Après plusieurs congrès sionistes organisés dans le but de collecter des fonds pour soutenir le mouvement, le choix se pose sur la Palestine. Les adeptes du sionisme en Amérique et au Royaume-Uni exerçaient également une pression sur leur gouvernement pour avoir leur soutien. Les vagues de migration ont donc commencé. De 1882 à 1903,
25 000 juifs sont arrivés en Palestine de l'Europe de l'Est et de la Russie. Le taux de la population a donc augmenté de 3% à 5%. Ces migrations successives de juifs sionistes causaient une crise pour le peuple palestinien qui passait par une période difficile économiquement. Les principaux problèmes étaient donc autour des subsides et des terres que les nouveaux arrivants s'appropriaient. En 1891, les notables de Jérusalem contestèrent la situation auprès de l'autorité ottomane, demandant un arrêt des migrations juives vers la Palestine, mais ceci ne fut pas le cas. Entre 1904 et 1914, une nouvelle vague de 40 000 juifs arrive pour augmenter le taux à 8%. À la fin de la Première Guerre mondiale et avec le déclin de l'Empire ottoman, la France et la Bretagne se sont partagées le Moyen-Orient via les accords de Sykes-Picot. Si vous n'avez pas encore lu notre article sur le sujet, nous vous mettrons le lien en descriptif de la vidéo. Suite à ces accords et la conférence de San Remo, qui a attribué au Royaume-Uni le mandat sur la Palestine, les Britanniques ont décidé d'appliquer la déclaration de Balfour. En 1917, Lord Balfour envoie une lettre à Lord Rothschild promettant un établissement d'un foyer juif en Palestine et un soutien pour faciliter la réalisation de cet objectif. Entre 1919 et 1923, la troisième vague des migrants est arrivée et le taux de population juive monte donc à 12%, mais leur propriété des terres ne dépassait pas 3%. Avec ces événements, plusieurs conférences ont été organisées pour contester la déclaration de Balfour. Les affrontements se multiplient, comme à Jérusalem en 1920 et à Jaffa en 1921, et un conseil a été organisé à Naplouse appelant au boycott économique des sionistes. Un conseil islamique s'est donc formé sous le contrôle de Amin el-Husseini. De l'autre côté, les sionistes ont commencé à s'organiser militairement en fondant le Haganah, qui, malgré qu'elle soit secrète et illégitime, a été soutenu par les Britanniques et ces derniers poursuivaient tout arabe ayant une arme chez lui. Entre 1924 et 1939, deux vagues de migrants arrivent vers la Palestine et le taux monte à 30%. Cette période a été marquée par des émeutes sanguines. En 1936, la grande révolte arabe prend place, affrontant d'un côté les Palestiniens aux Britanniques et aux groupes sionistes. La commission Peel, chargée par le gouvernement britannique d'examiner la situation, a proposé le partage de la Palestine en deux États, en gardant Jérusalem sous l'égide internationale et d'expatrier des milliers de Palestiniens des terres qui ont été attribuées aux Juifs. À ce moment-là, la propriété juive ne dépassait pas 5,5% des terres palestiniennes, mais l'État proposé constituait 33% de l'État palestinien. Cette proposition a été refusée par les Palestiniens et n'a donc pas été d'application. Sous la pression de la grande révolte arabe, les Britanniques ont publié le livre blanc de Malcolm McDonald en 1939, limitant l'immigration juive et interdisant l'achat de terres palestiniennes pendant 5 ans et proposant aux Palestiniens un État indépendant pendant 10 ans. Le mouvement sioniste a refusé cette proposition et a poussé au massacre de la population palestinienne par les groupes tels que le Haganah, le Sturm et l'Irgun. Les colons britanniques ont été également la cible de ces groupes pour être forcés de se retirer du territoire palestinien en faveur de la création d'un État juif. L'une des attaques la plus marquante a été l'attentat contre l'hôtel King David. Cette attaque a fait 91 morts, dont des juifs. En 1947, la Grande-Bretagne décide de quitter la Palestine et a chargé l'ONU de résoudre la question. L'ONU a donc organisé une réunion urgente et a adopté la résolution 181 qui proposait le partage de la Palestine entre deux États, un État arabe et un État juif, mais Jérusalem restait une zone internationale. Cette résolution a été approuvée par l'ONU, les États-Unis et l'Union soviétique. À cette période, les Juifs ne possédaient que 6,5% des propriétés terriennes en Palestine, alors que la résolution 181 donnait 56% des terres au futur État juif. Les autorités arabes et les Palestiniens ont refusé ce plan de partage. Suite à ce refus, il était clair qu'une grande guerre allait éclater. Le Haganah a donc appelé les Juifs de 17 à 25 ans de rejoindre le service militaire, et de l'autre côté, la Ligue arabe a créé l'armée de libération arabe. De 1940 à 1948, une nouvelle vague de migrants arrive et le taux de population arrive à 31% et leur propriété à 9%. En 1948, l'armée britannique s'est retirée de la Palestine et une grande guerre se déclencha entre les armées arabes et l'armée juive. Celle-ci se termine par la victoire de l'armée juive et marque le début de la colonisation de 78% du territoire palestinien. Ainsi, l'État d'Israël fut créé et immédiatement reconnu par le gouvernement américain. L'année suivante, Israël rejoint l'ONU en tant qu'État mondialement reconnu. Jérusalem a été donc partagée en deux parties, l'Ouest appartenant à l'État d'Israël et l'Est sous l'autorité du gouvernement jordanien. Le problème du peuple palestinien n'a jamais été la présence des Juifs sur son territoire. Son problème était l'arrivée du mouvement sioniste et l'appropriation des terres palestiniennes par les nouveaux arrivants. Ça fait 72 ans que le peuple palestinien se trouve dispersé dans le monde.
72 ans de souffrance, d'oppression et de massacre. 72 ans séparés de leur terre. Cette semaine en solidarité avec le peuple palestinien a été une grande occasion de remettre en lumière cette souffrance. La lutte que mène le peuple palestinien face au colonialisme du gouvernement israélien est un exemple de lutte auquel nous devons nous référer pour nos propres combats. Le CAE dénonce les agissements criminels du gouvernement israélien dans les territoires occupés palestiniens. Nous soutenons les différentes campagnes de boycott et appelons les comités nationaux et internationaux à s'emparer activement et plus sérieusement du conflit israélo-palestinien. La lutte du peuple palestinien est la boussole de toutes les luttes. Merci. Je me suis rendue en Palestine et j'ai pu voir de près leur quotidien. J'ai pu entrer en contact direct avec les Palestiniens et avoir leurs témoignages et aussi voir comment les colons se comportent avec eux et devant mes propres yeux. Les enfants qui se font humilier, qui se font frapper, qui se font tirer dessus, les adolescents, mais aussi les adultes, les personnes âgées, les femmes. Vraiment, personne n'est épargné là-bas. Vivre dans un sentiment d'insécurité totale où on sait qu'à n'importe quel moment, on va se faire expulser de notre terre, de notre maison, on va être tué, que notre famille va être tuée. C'est le quotidien en fait des Palestiniens. À cette occasion aussi, justement, j'ai pu acheter cette robe dans une boutique palestinienne où le propriétaire était en plein combat avec les colons qui le menacent et qui veulent récupérer sa terre en fait et qui lui refusent de l'abandonner. Même si ça lui coûte sa vie, il refuse. Et ça, c'est le quotidien des Palestiniens. Ils sont prêts à donner leur vie pour garder et récupérer leur terre, leur culture, leur identité. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Octave de Comac ULB. Alors voilà, avec Comac, on a toujours mis un point d'honneur à la solidarité avec le peuple palestinien et on félicite vraiment le CEAE pour cette initiative dans cette semaine qui est importante. On essaye souvent d'organiser des voyages de solidarité en Palestine avec Comac et j'ai eu la chance maintenant d'y aller il y a 1 an et demi pour voir la situation sur place et constater les conditions de vie des Palestiniens. Et ce que je peux dire en ressortant de ces voyages, c'est que maintenant il est grand temps que là-bas cesse la colonisation et le régime d'apartheid de l'État israélien. Et comme on l'a déjà vu avec par exemple la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, la solidarité internationale elle peut avoir un grand rôle à jouer pour soutenir la lutte pour l'émancipation d'un peuple. On le voit chez nous, la Belgique et l'Union européenne, elles sont complices de la politique de colonisation de l'État israélien. Autrement dit, de la destruction de maisons, de l'emprisonnement d'enfants, d'un apartheid en expansion et de tirs à balles réelles contre des manifestants pacifiques qui manifestent simplement pour le droit au retour. Et tout ça, je crois que maintenant on doit dire ça suffit. Il faut respecter le droit international et mettre fin à la colonisation. Et c'est pour ça qu'avec Comac, on soutient des campagnes comme BDS, boycott, des investissements et sanctions, ou la campagne de libération des prisonniers politiques pour soutenir la lutte du peuple palestinien pour sa liberté. غير إنها قضية تاريخية، فالقضية الفلسطينية هي قضية إنسانية. وحق عودة كل فلسطيني بالداخل وبالخارج على بلده، واسترجاع كل قطعة من هاي الأرض والعيش فيها بأمان وسلام. القضية الفلسطينية هي المكافحة ضد الاحتلال الصهيوني بكافة الطرق الممكنة، ومن ضمنها مثلا محاولة إيقاف هجرة اليهود وبناء المستوطنات. وأكيد القضية الفلسطينية بتحتاج إنه كلياتنا نكون إيد واحدة. شكرا لكم. فلسطين بوصلة القضايا، فلسطين رمز المقاومة والصمود، فلسطين مهد عيسى ومسرى محمد، فلسطين أرض الأنبياء. أكثر من 70 عاما اضطهاد واغتصاب للحقوق. نتحدث دائما عن قضيتنا الأولى، لكن هذا لا يكفي. لن يكفي إلا عند وصول الرسالة إلى المجتمع الدولي.